C'est bon, vous recevez mon écran? Oui? Très bien. Alors, notre dernière partie de cours, ça va porter sur quoi? Sur la compilation. C'est ça l'objectif final du cours. C'est quoi la compilation? Alors, donc c'est ça le plan du cours. Donc, déjà, pour le langage avec lequel l'homme communique avec la machine, ça veut dire les programmes qu'on fait, que ce soit en langage C, en langage Java, ce sont des programmes compréhensibles par l'être humain, faits pour communiquer avec la machine. Sauf que pour la machine, il ne comprend pas les programmes tels que en code Java ou bien code C, parce que ce sont des programmes de haut niveau. Ils sont faits de telle manière qu'ils soient compréhensibles par l'être humain. C'est bon? Alors, le rôle du compilateur, puisque la machine ne comprend pas ce langage-là, on doit avoir un outil, un moyen qui va permettre de traduire le langage de haut niveau en un langage cible. Dans certains compilateurs, ils font directement la conversion ou la traduction vers un langage machine. Le langage machine, c'est le langage binaire, 0, 1, ou bien on peut le représenter par la base hexadécimale. C'est bon, c'est ça le langage que comprend la machine. Il y a des compilateurs qui font ça directement, sinon ils produisent un langage assembleur, proche de langage machine. C'est bon? Et ensuite, l'assembleur, il fait la traduction vers le langage binaire. Donc, c'est ça la compilation. Vous regardez dans ce schéma-là, on a un code en langage C qui va être compilé. Le compilateur, il va nous offrir quoi? Il va nous offrir un code binaire, un code intermédiaire qui est assembleur. Ensuite, l'assembleur, il va le transformer en un langage machine. Ici, c'est exprimé en base hexadécimale. C'est bon? Donc, c'est ça la compilation. Donc, c'est ça le rôle du compilateur. C'est quoi un compilateur? Un compilateur, c'est quoi? Un compilateur, c'est un traducteur. C'est un traducteur. Il permet de traduire un langage source de haut niveau en un programme cible. Parfois, ce programme cible, c'est directement un langage machine. Ou bien, il va produire un programme proche du langage machine, qui va être lui-même traduit en langage machine. Et bien sûr, le compilateur, son rôle, c'est la traduction. Et durant cette phase de traduction, il peut détecter les erreurs. C'est bon? Alors, vous allez vous demander c'est quoi la relation entre la compilation et la théorie de langage. Déjà, l'intitulé de l'élément de module, c'est la théorie de langage et compilation. Alors, ici, nous avons dit que la compilation sert à traduire un programme écrit en un langage de haut niveau vers un langage cible. Alors déjà, il doit faire la même chose. Le langage cible doit faire la même chose que le langage source. Donc, bien sûr, pour espérer avoir des programmes qui font la même chose, il est important que les langages sources et objets soient rigoureusement définis. Ça veut dire d'une manière rigoureuse. Bien sûr, la définition d'un langage, il contient deux volets. Les langages, ils doivent être conçus et définis d'une manière de telle sorte que la syntaxe doit décrire la forme des constructions autorisées. Ça veut dire quelles sont les constructions d'un langage. Le Java, on a le printf, else, etc. Pour le C#, on a les instructions propres au C#. Pour le Python, on a les instructions propres au Python. Donc, pour un langage qui soit défini, il doit être décrit d'une manière d'avoir une syntaxe qui représente les constructions autorisées pour un tel langage. Et ensuite, on n'a pas seulement les constructions, mais on doit avoir quelque chose qui est homogène, qui a un sens. Le programme, il doit avoir un sens pour qu'on le comprenne. C'est bon? Donc, ici, il y a aussi le volet de la sémantique, bien sûr, qui précise le sens des constructions syntaxiquement correctes.
Alors, vous allez me dire, c'est quoi la liaison entre les deux? Alors, pour définir la syntaxe, ça veut dire les constructions, les instructions d'un langage qui doivent être d'une manière correcte, ici, on utilise quoi? On utilise le domaine des mathématiques qui s'appelle la théorie des langages, bien sûr. Et pour la compilation, on utilise quoi? La compilation, pour réaliser et concevoir un compilateur, on utilise les concepts, les techniques et les outils d'un domaine de l'informatique appelé compilation. Et la compilation utilise évidemment la théorie des langages. Il y a une étroite liaison entre la compilation et la théorie de langage. Cette liaison se manifeste dans la définition syntaxique des langages, ça veut dire les constructions, les règles, en dehors de la sémantique. C'est là où intervient la théorie de langage. La théorie de langage, elle intervient dans la syntaxe des langages. Nous avons vu les grammaires qui nous donnent un ensemble de règles de production. Ça veut dire pour avoir un tel langage, on doit respecter ces règles de production. Et parfois, on peut avoir des langages qui, la syntaxe est correcte, mais le sens n'est pas correct. Donc, au-delà de la théorie de langage, bien sûr, à une certaine étape de la compilation, on doit recourir à la sémantique pour avoir un langage, un programme qui a de la sens. C'est bon? On va mieux comprendre ça dans la suite. Alors, pour la compilation, il a 6 étapes, 6 phases. Donc, voici un programme source. Il va suivre les étapes suivantes. On va avoir un programme cible vers la fin. Mais toutes ces étapes-là, donc toute cette phase de la compilation, elle contient 6 étapes. Une étape de l'analyse et une étape de la génération de code. C'est bon? Donc les 3 premières étapes, ça correspond à l'analyse. Et les 3 dernières étapes, ça correspond à la génération des codes. Et entre autres, bien sûr, si on détecte une erreur dans une étape, on va générer une erreur. On va générer des tables, des symboles. Vous allez comprendre dans quelles étapes on peut engendrer ce genre de symboles. Donc retenez bien, la compilation se fait en 6 étapes. 3 étapes qui représentent l'analyse, les voici, l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique. Et la deuxième phase qui comporte 3 phases aussi, c'est la génération des codes. Alors, la première phase qui est de l'analyse, il est constitué de quoi? Donc, la première phase de la compilation, c'est l'analyse. Donc, l'analyse, il est constitué de trois phases. La première, c'est l'analyse lexicale. La deuxième, c'est l'analyse syntaxique. La troisième, c'est l'analyse sémantique. Donc, on va comprendre la première phase de l'analyse qui est l'analyse lexicale. On dit l'analyse lexicale ou bien le scanning. Scanning ou bien analyseur lexical, c'est un scanner. C'est bon? Donc, l'analyse lexicale, c'est quoi? Son rôle, il prend en entrée le programme source. Et il va donner comme sortie quoi? Il va nous donner un ensemble de lexèmes. Ça veut dire, ici, à cette étape-là, il va chercher quoi? Il va chercher quels sont les mots du langage. Quels sont les mots du langage? Et il va les organiser sous forme de lexèmes. Donc, la catégorie des identificateurs, ça va être, il a une étiquette identificateur. Les opérateurs, c'est opérateur. Donc, dès qu'il trouve un opérateur, il va dire, ça c'est un opérateur et voici, plus, étoile, etc. S'il trouve un identificateur, il va dire que c'est un identificateur. Et voici par exemple on appelle un nom de variable, par exemple X ou Y ou Z, etc. Donc, il va organiser le programme en lexèmes. C'est bon, il va décortiquer le programme sous forme de lexèmes. Ça veut dire qu'il va détecter quels sont les mots d'un langage. Et là, c'est ça le rôle de la théorie de langage. Donc, les expressions régulières et les automates à état fini s'opèrent dans cette étape. Parce qu'ils permettent de dire est-ce que ce mot-là appartient au langage ou pas. C'est clair? Donc, on dit que ce mot-là appartient au langage ou pas.
Donc, que ce soit avec l'expression régulière ou bien l'automate. C'est bon? Donc, c'est ça les outils théoriques. C'est là où intervient la théorie de langage. C'est pour cela que j'ai laissé ce dernier chapitre vers la fin, parce que certains ils commencent la compilation au début, puis ils font la théorie, les automates, les expressions. Alors non, moi j'ai préféré vous donner les notions, et vers la fin, lorsqu'on va appeler ces notions, vous allez comprendre. C'est bon? Donc, euh, on a dit que ici, l'analyse lexicale, l'analyseur, il fait quoi? Il va repérer quels sont les mots qui appartiennent au langage. Et il va les organiser en catégories. La catégorie des identificateurs, voilà. S'il trouve par exemple un while, il va dire que c'est un mot-clé. S'il trouve void, il va dire que c'est un mot-clé qui appartient au langage. S'il trouve un identificateur, il va le déclarer, il va comprendre que c'est un identificateur. S'il trouve un opérateur, le plus, il va dire que c'est un opérateur. S'il trouve moins, il va dire moins, et aussi c'est un opérateur. Donc il va décortiquer, il va organiser le langage en unité lexicale qui s'appelle lexème. On dit lexème, éléments lexicaux, on dit aussi jetons lexicaux ou bien tokens en anglais. C'est bon? Donc prenons un exemple bien sûr. Et durant cette période-là, il va engendrer aussi une table des symboles. Une table des symboles, ça veut dire c'est dans laquelle il stocke les mots du langage. C'est ça la table des symboles. Donc pour mieux comprendre, toujours il vaut mieux utiliser un exemple que nous avons emprunté du livre du dragon. Donc voici son auteur. Donc on va prendre un bout de code. Donc ce bout de code-là, forcément il est, je pense, en Pascal. Donc position égale à quoi? Égale initiale plus vitesse fois 60. Donc ça c'est un bout de programme. C'est bon? Donc l'analyse lexicale va se faire de telle manière à nous donner quels sont les lexèmes de ce programme. Il va chercher quels sont les mots de ce langage et il va les organiser en lexèmes. Donc voici l'exemple. Regarde. Donc il va dire que position, la voici, qui sont les mots du langage. On a position initiale, plus, le égal, vitesse, etc. Ça veut dire il va prendre les mots du langage, mot par mot, et il va les organiser dans une catégorie qui prend un nom qui est l'unité lexicale, qui est le lexème. Alors, voici les mots. On a position, égale, initiale, plus, vitesse, étoile, 60. Bien sûr, les espaces et les tabulations sont ignorés. Donc, position, c'est quoi? Position, le mot position, c'est un identificateur. Le égal, c'est quoi? C'est un symbole affectation. Le initial, c'est un identificateur. Le plus, c'est un symbole de plus. La vitesse est un identificateur. Le étoile est un symbole de multiplication. Le 60, c'est une constante entière. C'est bon? Donc, les automates à état fini, les expressions régulières, ils permettent de faire cette reconnaissance. C'est bon? Et voilà. Après l'analyse lexicale, il vient l'analyse syntaxique. Ça veut dire, si lexème qu'on a décortiqué, c'est quoi les liens entre eux? D'une manière à trouver qu'ils respectent une certaine grammaire. C'est quoi la liaison entre les deux? Quelles sont les règles de la grammaire qui ont permis d'engendrer cette instruction? C'est bon? Donc c'est ça l'analyse syntaxique. Donc l'analyse syntaxique regroupe les unités lexicales en structure grammaticale en suivant les règles figurant dans une grammaire. Bien sûr, c'est la grammaire du langage. Chaque langage, il a une certaine grammaire. Donc on va organiser, on va construire l'arbre syntaxique qui montre quelles sont les règles qu'on a fait pour arriver à cette instruction-là. Si on arrive à dessiner l'arbre syntaxique, c'est bon. Donc il n'y a pas d'erreur, donc ça marche très bien. Bien sûr, pour cette analyse, il y a
différents outils, l'analyse bottom-up, il y a l'analyse LL, il y a l'analyse LR. Donc, il y a tout un détail ici, mais on ne va pas le faire, mais je vais vous présenter le concept en général. Les grammaires, nous l'avons déjà vu. Je reviens sur l'exemple qu'on a vu l'autre fois. Donc voilà, nous avons une grammaire, un ensemble de règles, et on a une expression. Et on a dessiné l'arbre syntaxique de cette expression qui montre qu'il appartient au langage engendré par cette grammaire. C'est bon? Donc c'est la même chose, c'est le même principe, c'est le même concept. Madame, je n'ai pas bien compris l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, ça veut dire cette instruction-là, cet ensemble de mots-là, ils sont engendrés par quoi? Par l'application d'un ensemble de règles d'une grammaire. C'est la grammaire du langage. Ça veut dire, ici, on a fait le lexème, regardez. Le lexème, il nous a permis de isoler qui sont les mots du langage. Et on a donné des catégories, des noms de lexème. Ensuite, si on garde, est-ce que ces lexèmes-là montrent c'est quoi la relation entre position et initiale et vitesse? Non, ça ne montre pas la relation. Pour montrer la relation, c'est l'analyse syntaxique qui permet de dessiner l'arbre syntaxique de l'instruction. Cet arbre-là, ça permet de dire on a appliqué des règles de production. Des règles de production pour arriver à cette instruction-là. Ça montre c'est quoi la liaison entre les différents mots du langage. Comme l'exemple qu'on avait vu précédemment dans le cours, on a une grammaire, on a des règles de production, on a une chaîne. Cette chaîne, comment on l'a utilisée? Comment on l'a eu? On l'a eu en respectant des règles de production de la grammaire. C'est bon? Donc c'est ça le rôle de l'analyse syntaxique. Il permet de regrouper les unités lexicales en structure grammaticale, en suivant les règles figurant dans une grammaire. C'est bon? Donc le résultat de cette analyse est souvent représenté par un arbre syntaxique. Donc vous voyez, c'est ici, il intervient quoi? Le concept de théorie de langage, c'est les grammaires. Parce qu'on structure les unités lexicales en disant c'est quoi la liaison entre ces unités. On a eu cette instruction en respectant, en faisant les règles de production d'une grammaire. Voici l'arbre syntaxique qui montre quelles sont les règles de production de cette grammaire qui nous a permis de faire la liaison entre ces mots-là. C'est bon? Donc, d'où interviennent les grammaires. Donc, l'analyse syntaxique, on a le rôle des... Non, l'analyse lexicale, c'est les expressions régulières et les automates. Ça permet de dire quels sont les mots qui appartiennent au langage. C'est bon. La suite, c'est l'analyse syntaxique. L'analyse syntaxique, on représente l'arbre syntaxique qui permet de dire quelles sont les règles de production de la grammaire qui nous permettent de faire la liaison entre cette instruction-là. C'est bon? Donc, c'est ça l'analyse syntaxique. Alors, pour l'analyse sémantique, bien sûr, ici, pour la syntaxe, pour les grammaires, pour l'exemple que je vous ai montré dans le cours, dans la définition de la grammaire, ici, regardez, une grammaire, c'est un ensemble de règles. Si on les applique, on obtient quoi? Donc, cette grammaire-là, il nous permet d'engendrer un ensemble de phrases. Ici, nous avons choisi les phrases qui ont de la sens. Mais on peut engendrer aussi
La phrase suivante, cette grammaire-là, on remplace sujet par je, on va remplacer sujet par je et verbe par conduit avec T. Et le complément d'objet direct, on le remplace en premier par un déterminant, on prend un. Et on remplace le nom par voiture. Donc, ça peut engendrer la phrase je conduis, non, livre. Je conduis la livre. C'est bon? Je conduis la livre. C'est bon? Cette phrase, elle est engendrée par la grammaire. La syntaxe est correcte parce qu'on a appliqué les règles de la grammaire. Mais est-ce que le sens est correct? Il n'a pas de sens. Donc c'est là où s'arrête la théorie du langage. La théorie du langage, elle entame la syntaxe, la structure des langages. C'est bon? Donc ici, puisqu'on a fait l'analyse lexicale, l'analyse syntaxique, mais est-ce que la syntaxe est suffisante pour que notre programme ait un sens? Non, il faut faire l'analyse sémantique. C'est bon? Donc, l'analyse sémantique, ça permet de vérifier la cohérence sémantique du code. Parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on a obtenu, c'est la syntaxe est bonne et très bien. Si on arrive à dessiner l'arbre syntaxique, c'est bon, cette instruction appartient à un langage, le code est correct. Mais est-ce qu'il a un sens? Elle est syntaxiquement correcte, mais est-ce qu'il a un sens? On verra. Donc c'est ça le rôle de l'analyse sémantique. Il permet de vérifier la cohérence sémantique de code. Il utilise l'arbre de syntaxe de la phase précédente avec la table des symboles pour vérifier que le code source donné est sémantiquement cohérent. Parce que la syntaxe, c'est quoi? C'est la forme d'un programme donné. Est-ce qu'il respecte la forme? Mais la sémantique, c'est la signification de ce programme. C'est bon? Donc, l'analyseur sémantique vérifiera les incompatibilités de type, les opérandes incompatibles, une fonction appelée avec des arguments incorrects, une variable non déclarée. Donc, il creuse pour vérifier le sens, pour que le programme ait un sens. C'est bon? Alors, dans notre exemple, il n'y a pas grand-chose à faire. Tout est bon ou bien au niveau de l'identificateur 1 et 2, 3, sauf regarder. Ici, on suppose que la position, vitesse et initiale, ce sont des réels. Regardez, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on doit pour que notre programme ait un sens? Regardez, la multiplication, ici, on suppose que position initiale et vitesse, ce sont des réels. Alors, pour effectuer cette multiplication, il vaut mieux que 60 soit réel. Donc, à ce stade-là, il n'est pas réel. Donc, ce qu'il fait, il va faire la conversion. C'est bon? Il va convertir 60 en un réel. Donc, la sortie de l'analyse sémantique, c'est aussi un arbre, mais ça s'appelle un arbre abstrait. C'est l'arbre syntaxique, mais avec rectification au niveau du sens. Ici, nous avons rajouté que le 60, il doit être converti en réel. C'est bon? Donc voilà, donc, du point de vue des types, le fragment analysé est correct, c'est ce que je viens d'expliquer. Il faut noter toutefois la conversion de l'entier 60 vers le réel, 60,0. Et le fait que les opérations étiquetant l'arbre abstrait sont des opérations flottantes. Donc c'est ça l'analyse sémantique. Maintenant, on a terminé la phase de l'analyse. On a analysé, tout marche bien. Alors, on arrive maintenant à la génération du code. Parce que le compilateur, il prend comme entrée un code, il nous donne en sortie un code. C'est bon. Donc, bien évidemment, on a la phase de la génération de code. On a terminé l'analyse. Maintenant, on est dans la génération de code. Alors, pour la génération de code, il comporte 3 étapes. L'étape
génération de code intermédiaire. La deuxième étape, c'est l'optimisation de code. Troisièmement, c'est la génération effective du code final. C'est bon. Donc, pour la génération de code, alors qu'est-ce qu'il fait? Le générateur de code intermédiaire est une traduction de l'arbre syntaxique à abstrait. C'est le dernier arbre. Le dernier arbre, mais on va le traduire en code intermédiaire. C'est bon? Alors, parmi les techniques de la traduction, ça s'appelle la traduction de 3 adresses. Donc, on ne pourra pas avoir plus de 3 adresses. Ça veut dire pas plus de 3 variables en une ligne. C'est bon? Ça veut dire on aura au maximum 3 variables. Ça s'appelle 3 adresses. C'est bon? Donc, le code intermédiaire, ça se lit comment? Donc dans la variable temp 1, on va stocker quoi? On va stocker la conversion de 60 vers un réel. Dans temp 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter petit à petit. Donc, c'est la multiplication de l'identificateur 3 avec temp 1, qui est 60. C'est bon? Et temp 3, c'est quoi? C'est l'identificateur 2 plus temp 2. Et l'identificateur 1, c'est temp 3. C'est bon? Donc, ça se fait étape par étape. Mais ici, ça va être si on adopte la technique des 3 adresses, ça va être un programme long. Donc, il vaut mieux l'optimiser. Donc, maintenant, ça vient l'étape d'optimisation parce que la génération de code intermédiaire, c'est la traduction de l'arbre abstrait. C'est bon? Maintenant, on doit l'optimiser. On peut faire mieux. On peut réduire les lignes. C'est bon? Donc, c'est ça le rôle de celui qui optimise le code. Ça veut dire l'optimisation de code. Donc, l'optimiseur tente d'améliorer le code généré par le générateur de code intermédiaire. L'objectif, bien sûr, est de rendre le code plus rapide, mais bien sûr, il peut réduire aussi la taille. Le code amélioré, donc au lieu d'avoir 4 lignes, on a maintenant 2 lignes. Dans temp 2, on stocke quoi? On stocke l'identifiant 3 fois 60 qui est réel maintenant, directement. Et dans l'identificateur 1, on stocke quoi? On stocke l'identificateur 2 plus temp 2. Donc, vous voyez, c'est un code amélioré. Puisqu'on a amélioré le code, il arrive maintenant quoi? C'est la génération du code final. Ça veut dire, on est maintenant, le produit de cette étape-là, c'est le programme cible. On dit programme cible ou bien programme objet, qui permet de traduire notre programme en langage assembleur, que ce soit en langage assembleur ou bien directement en langage machine. Ça dépend de la nature du compilateur. Donc, ça vient ici, le résultat de cette phase-là, c'est le langage assembleur qui est proche de langage machine. C'est bon? Donc, voilà. Donc, c'est ça les étapes de la compilation. Donc, bien sûr, pour mettre en pratique cette compilation-là, alors je vous propose de vous exercer en réalisant un analyseur lexical avec l'outil Lex. Alors, l'analyse lexicale, c'est la première étape. Ça veut dire quels sont les mots du langage et c'est quoi la nature de ces mots-là. Est-ce que c'est un identificateur, un opérateur, etc. Alors, comment on fait ça? Il y a un outil qui s'appelle Lex. Avec ce programme Lex, il permet de manipuler les expressions régulières. Parce qu'à l'aide des expressions régulières, il va dire est-ce que c'est un opérateur, c'est un identificateur ou pas. C'est bon? Donc, vous allez installer en premier lieu le logiciel Edit+, texte éditeur, dans lequel il va contenir le code Lex. Et bien sûr, vous allez ouvrir File et bien sûr choisir New Lex et ensuite l'enregistrer bien sûr. Et vous allez taper exécuter le programme de la page suivante. Alors, je vous ai facilité le travail. Voici le programme. Vous n'allez que le copier et le coller et vous allez comprendre.
Vous allez l'interpréter. À quoi sert? Donc ici, regardez, nous lui avons donné des expressions régulières. Donc voici la première. Moins plus étoile, c'est une expression régulière. Ça veut dire, elle rassemble les différents opérateurs. Le moins, le plus, l'étoile, le plus. Si on a ça, on doit afficher que c'est un opérateur. Voici la deuxième expression régulière. Ça veut dire que, ici, cette expression régulière, il permet de dire que si on tape A, il va nous afficher que c'est une suite de A. Si on a tapé AA, il va dire que c'est une suite de A. C'est bon? Et pour la troisième expression régulière, regardez, il représente quoi? Il représente AB qui se répète au moins 3 fois. Si on a cette expression régulière de A à Z, 5, ça veut dire que si on a tapé des symboles entre A et Z de 5 fois, il va nous afficher que c'est un mot de longueur 5. C'est bon? Si on tape ici, c'est... Vous allez le faire vous-même. Si, ici, le point plus, ça veut dire n'importe quel caractère au moins une fois. Si on tape quelque chose, il va dire que erreur. C'est bon? Donc, voici le code. Essayez de le copier et l'exécuter. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Et vous allez rajouter d'autres expressions régulières. Vous avez rajouté les expressions régulières qui peuvent nous dire est-ce que c'est un entier ou pas. Les expressions régulières qui représentent les identificateurs qui commencent par une lettre majuscule. Pour les nombres réels aussi. C'est quoi l'expression régulière qui permet de dire que c'est un nombre réel? Et les mots qui se terminent par 2B. Alors, comme annexe, je vous propose ce lien. Il contient une documentation détaillée du Lex et du programme Lex pour mieux le comprendre. Sinon, vous pouvez directement faire l'exercice parce que c'est déjà, je vous ai facilité la tâche. Bien sûr, si vous faites l'exercice et vous le terminez, vous pouvez tester d'autres exemples plus complexes. Ils se trouvent dans le deuxième lien. Alors, pour exprimer les autres expressions régulières, je vous propose cette table. C'est cette table-là qui va vous aider à décrire les différentes expressions régulières. C'est bon?